Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter l'un après l'autre? Claire? Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Claire, j'ai 33 ans. Je suis marin professionnel. J'ai commencé à faire du sauvetage en Méditerranée en 2017. À ce moment-là, j'étais mécanicienne et on entendait de plus en plus parler de la situation en Méditerranée centrale. Et ça m'a semblé essentiel et j'ai pas eu d'autre option à ce moment-là que de rejoindre un bateau en Méditerranée pour commencer ces activités de sauvetage. Et depuis, j'ai pas arrêté. Alors bonjour, je m'appelle Malo, j'habite en France, en Bretagne, je suis de métier, je suis plongeur sous-marin, un peu mécanicien et marin. Et pareil, j'ai beaucoup travaillé aussi comme sauveteur bénévole dans les associations françaises en mer. Et en fait, moi, c'est par le biais de Claire qui est parti faire des missions là-bas où elle m'a raconté ce qui s'est passé parce que j'en avais pas vraiment entendu parler beaucoup avant. Et en tant que marin, c'était des situations qui n'étaient pas acceptables et du coup, j'ai décidé de m'engager là-bas. J'ai fait ça pendant 1 an et quelques mois. Et voilà. Et quels étaient vos rôles respectifs au sein d'un bateau d'une ONG qui agit en Méditerranée? Moi, j'ai commencé comme mécanicienne et puis maintenant, je suis sauveteuse. Je suis sur les petits bateaux d'intervention rapide. Voilà. Et moi, j'étais mécanicien sur le bateau. Et on se retrouve à faire un peu de tout après en tant que mécanicien sur ces bateaux-là. Voilà. Et chaque jour, à quoi ressemble votre quotidien lorsque vous êtes en mission? Alors, quand les bateaux sont en mer, on part d'un port européen et on va systématiquement vers le sud de la Méditerranée centrale, au nord de la Libye. Et là, on patrouille. Donc, le quotidien, au début, c'est des cars, ce qu'on appelle des cars de veille, où on a des jumelles, où on surveille l'horizon, on essaye de trouver des petits bateaux. Et ensuite, quand on trouve les embarcations en difficulté qu'on va sauver, on lance l'opération de sauvetage qui dure quelques heures. Et ensuite, le quotidien se transforme en soins, parce qu'il faut prendre soin de ces personnes rescapées et faire en sorte qu'elles puissent débarquer dans un port sûr attribué en Europe, puisqu'on ne ramène jamais les personnes en Libye, puisqu'elles fuient un quotidien infernal là-bas. Et donc nos journées se transforment en quart de soins et là après c'est du ménage, on nettoie les toilettes, on leur donne à manger, on fait en sorte que tout le monde ait un minimum pour vivre et dans un minimum de dignité. Après, nos bateaux, c'est pas des hôtels, on fait du sauvetage, donc il faut de toute façon qu'on atteigne un port sûr le plus rapidement possible. Et combien de personnes vous pouvez accueillir dans ces bateaux? À peu près? Combien? Alors moi, par exemple, pour la première mission que j'ai faite, on a accueilli 500 et quelques personnes sur le bateau, ce qui m'a un peu surpris. Faut voir qu'on a tous des rôles là. Donc nous, on était en tant que mécano. Après, Claire, elle a eu des rôles dans la responsabilité de l'organisation des sauvetages. Alors, moi, j'étais en tant que mécano. Et sur un bateau comme sur lequel j'étais, on est 22 en gros équipages qui sont répartis entre des mécaniciens, des officiers de pont, qui vont être chargés d'organiser la navigation et tout, des équipes de sauvetage, des équipes pour organiser les gens qui sont tous les rescapés qu'on reçoit à bord, évidemment des cuisiniers, des interprètes, des médecins, des infirmières. Et quand on arrive avec des sauvetages de masse comme ça, où il y a vraiment beaucoup de gens qui sont en détresse et qui sont vraiment en danger, tout le monde, on quitte tous un peu nos postes, qu'on garde à l'œil. Bien sûr, nous, pour moi, c'était la machine, les moteurs. Et on est obligé d'aller aider sur le pont, soit pour faire des traductions, parce qu'on est francophone, soit pour organiser les gens à s'installer, soit pour les nourrir, soit pour... Voilà, donc on devient un peu multifonction, tout en gardant un peu son... Voilà. Ouais. Et les migrants que vous aidez, ils viennent essentiellement d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Comment se passe leur voyage jusqu'en Libye avant d'embarquer? Que vous racontent les gens que vous rencontrez?
Claire on va répondre tous les deux à la question. Ils viennent pas du tout, essentiellement de. Ouais, elle a dit Afrique subsaharienne aussi. Afrique subsaharienne. C'est même beaucoup plus vaste. On retrouve des gens qui viennent là, on peut avoir affaire à quelques Afghans aussi on a retrouvé là, qui viennent de partout en Afrique en fait. Non, ouais, du coup, ce que Maëlo veut dire, c'est qu'il y a plusieurs nationalités. Évidemment, il y a des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des Bangladais, il y a des gens qui viennent du Moyen-Orient. En fait, tout simplement parce que c'est la seule route qui est ouverte en ce moment, parce que tous les autres pays contrôlent leurs frontières. C'est la seule route qui est ouverte parce que la Libye, c'est un pays qui est instable, où il y a une guerre civile. Et donc, c'est un pays qui est absolument pas maître de ses frontières et donc prend le relais tout un tas de trafics d'êtres humains, etc. Les gens, ils nous racontent souvent une route. Déjà, ils traversent le désert avant d'arriver. Ils traversent aussi des pays en guerre. C'est des routes qui prennent des mois, voire des années, en fonction de là où ils partent. De toute façon, c'est des routes hyper dangereuses. Et avant même d'arriver en Libye, la plupart, ils ont déjà perdu des gens qu'ils connaissaient sur la route, qui sont morts. Parce que traverser le désert à pied, ça se fait pas facilement. Parce que ils empruntent forcément des chemins avec des passeurs, avec des personnes qui les rackettent. Et une fois que ça s'est fait et qu'ils sont arrivés en Libye, là, ils sont quasiment systématiquement emprisonnés, torturés, rackettés, vendus. Et de là, il n'y a plus qu'une seule porte de sortie, c'est le nord, c'est la Méditerranée. Et donc les gens qu'on récupère, ils sont de toute façon dans un état de fragilité extrême, après tous ces mois de violence subie et de survie. Et donc, vous avez raconté, la route c'est un cauchemar et la traversée aussi. Quels témoignages vous ont le plus marqué Alors, moi pour ma part, il y a des témoignages ceux qui marquent le plus en fait, c'est il y a différents stades de témoignages. Et en fait, quand on arrive sur des sauvetages qui se passent pas bien, on peut avoir des bateaux qui sont renversés, des gens qui disparaissent devant nous. On récupère pas tout le monde tout le temps. Faut faire témoigner ces gens-là en disant t'étais avec qui, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est plus là. Alors déjà il y a le premier témoignage sur le moment qui est qui est pas toujours évident à collecter. Ensuite il va y avoir le témoignage sur leurs conditions de vie en Libye, où on les fait raconter parce qu'on a besoin de savoir, on a besoin de les faire parler, de savoir pourquoi ils sont là, de savoir comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont pris des bateaux qui ne sont pas des bateaux, qui n'ont aucune chance de traverser avec ça. Ils arrivent là où on les récupère, ils sont à la limite de flottabilité des bateaux. Après, c'est évident que les bateaux vont couler, se retourner. Donc là, on les fait témoigner sur ce qu'ils ont vécu en Libye. Là, c'est des centaines de témoignages. On se protège, on essaie de ne pas porter leurs histoires et de juste récolter et d'écouter ce qu'ils racontent, mais c'est un stade d'inhumanité et d'horreur en Libye que je ne peux pas en raconter un plus que l'autre, parce que c'est difficilement entendable. Et les témoignages de la route avant, en fait, c'est un autre stade là où on peut en demander aussi, où on peut les questionner un petit peu. Et pareil, c'est un chemin où ils vont traverser des pays en guerre, ils vont rencontrer des milices, ils vont se faire racketter, ils arrivent, ils ont absolument plus rien déjà en Libye, plus rien du tout. Ils ont déjà vécu un bon enfer avant et après ça recommence en Libye. Et ensuite, il y a l'épreuve donc tout ça, c'est des témoignages que moi j'ai écoutés, qui sont tous assez durs à digérer les uns que les autres. J'arrive pas à en sélectionner plus l'un que l'autre en fait. Il y a beaucoup d'histoires qui marquent. Moi, il y en a un qui m'a marqué. Il y avait on attendait. Donc quand on finit les sauvetages et qu'on décide que notre bateau, de toute façon, il peut plus sauver personne parce qu'on a atteint la capacité maximale, on quitte la zone et on remonte vers le nord. Et là, on attend l'attribution d'un port sûr qu'on demande aux pays européens. Et ça peut durer des jours. Et pendant ce temps, faut bien essayer d'occuper les gens pour pas qu'ils deviennent complètement fous et qu'ils sautent par-dessus bord. Donc on a des stylos, on fait des dessins, on essaye de distraire un peu avec ce qu'on a. On n'a pas grand-chose. Et là, il y a des gens qui remarquent que j'ai des tatouages sur les bras. Et ils commencent à se dessiner dessus, à faire des tatouages. Et puis j'ai cette petite cicatrice là avec des ciseaux. Et il y a un mec qui me dit « Ah, tu veux pas me faire des ciseaux sur mes cicatrices ?» Oui, ok, pas de problème. Je commence à dessiner des petits ciseaux. Et là, le mec, il lève son t-shirt. Et il avait tellement de cicatrices qu'il y avait quasiment plus de peau. Et tout ça, c'était des marques de torture, en fait. Des rencontres comme ça, il y en a plein. Mais celle-là, elle m'a quand même pas mal marqué. Ouais.
Vous avez parlé du temps d'attente avant de rentrer dans un port sûr européen. Comment après sont pris en charge toutes ces personnes une fois arrivées en Europe? Alors, quand on nous attribue un port sûr, généralement c'est en Italie, parce que géographiquement c'est le pays le plus proche, qui subit toute cette pression migratoire aussi quasiment à lui tout seul, ce qui n'est pas forcément juste, puisque l'Italie fait quand même partie de l'Union européenne. Une fois qu'on les débarque en Italie, en ce moment, depuis la crise du Covid, les personnes passent une dizaine de jours sur des gros bateaux quatorzaine, pour être sûr qu'ils sont plus contagieux et qu'il n'y a pas de problèmes liés au virus. Et ensuite, ils vont dans ce qu'on appelle les hotspots, des endroits où leurs demandes d'asile vont être étudiées au cas par cas. Et ça peut durer des mois, des années. C'est de nouveau l'enfer pour eux, parce que les camps sont évidemment sous-dimensionnés. Et évidemment, ils n'ont rien à leur disposition. Il faut s'imaginer que dans le parcours des gens, là, quand on leur demande de témoigner, de nous raconter leur parcours, en fait, il faut s'imaginer qu'on est en train de gravir une chaîne de montagnes et qu'à chaque pic devant lequel elles sont retrouvées en se disant ça y est, on se retrouve derrière la vue qu'on a d'ensuite, c'est une autre chaîne de montagnes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont arrivés en Libye, qu'ils arrivent à en sortir, et sortir de la Libye, c'est leur seul but. Là, ils sont juste quand ils sautent dans les bateaux et qu'on leur dit vous êtes fous de sauter dans des bateaux dans ces conditions-là. Ils me font mais moi je me fous, je préfère mourir là dans la mer que de retourner en Libye. Et que en fait ils sont ramenés dans des ports et mis dans des hotspots et là ils sont encore sur une autre petite chaîne de montagne et ça n'en finit plus vraiment le cauchemar, les objectifs inatteignables et voilà. C'est un peu le sens. Enfin, moi, c'est ce qui ressortait de leur discours en fait à chaque fois. Ouais. Et aujourd'hui, donc Claire, vous travaillez toujours sur des bateaux. Et Malo, vous avez arrêté? Alors moi j'ai arrêté parce que d'une part j'ai arrêté parce que j'étais épuisé, parce que c'est des missions qui sont très prenantes. Quand on est en mission, on dort très peu. Si on est dans des vagues où il y a beaucoup de bateaux qui sont à l'eau et qu'il y a beaucoup de sauvetage, on dort quasiment plus. On n'arrête pas, c'est physiquement fatigant. Quand on revient à la maison pour se reposer, on ne se repose pas parce qu'on est tellement scandalisé par ce qu'on a vu qu'on essaie de le raconter aux gens. On s'aperçoit que les gens, nos amis, notre entourage, ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe là-bas et de la réalité de nous, ce qu'on voit. Donc on raconte ce qu'on voit en tant que sauveteur. On n'essaie pas moi, j'essaie pas de changer le monde, j'essaie juste de dire voilà ce qui se passe, voilà ce que les gens me racontent. Donc en fait, les périodes de repos n'en sont pas vraiment des périodes de repos. Et une fois qu'on arrive un tout petit peu pendant ces périodes de repos, c'est déjà l'heure de repartir et on repart. Donc moi j'ai fini un petit peu épuisé. Et ensuite, j'ai décidé d'arrêter d'une part pour me reposer et puis pour me réparer un petit peu. Et là, je m'implique plutôt dans le raconter aux gens ce qui se passe là-bas, de ce que j'ai vu moi, de ce que les gens m'ont raconté, de ce que les rescapés m'ont raconté. Parce que c'est très méconnu, c'est très fantasmé par beaucoup de gens en fait. On s'imagine plein de choses, des choses fausses. Et moi je fais juste raconter, je pense que c'est aussi important. Alors il y a d'autres gens maintenant qui vont sur les bateaux, il ne manque pas de personnel. Et je pense que pour l'instant je préfère me consacrer à ça en fait. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses et bon courage pour la suite. Merci. Merci. Merci.